Maroc et ses élans internationalistes. Je passe la parole maintenant à Adel Thabit, responsable des relations internationales pour le Parti des travailleurs tunisiens. Il a beaucoup d'éclaircissements à notamment sur la construction des fronts en Tunisie. Merci Saïd, merci aux camarades de la Voie démocratique de nous permettre de débattre de cette question. Je dirais une question centrale et cruciale à la fois, celle de l'unité des forces, c'est-à-dire qui s'unissent autour d'une lutte bien déterminée, qu'elle soit sur une question locale, partielle, ou bien sur des enjeux qui ont portée nationale. Donc moi je vais essayer de vous apporter ce que nous, en tant que Parti des travailleurs, en fait, on vient, c'est-à-dire en tant que Parti communiste des ouvriers de Tunisie, qui vient récemment en fait, de changer de nom. Maintenant on s'appelle, c'est-à-dire le Parti des travailleurs. Bon, c'est un autre débat. Mais dans notre expérience en Tunisie, c'est vrai qu'on a eu une expérience assez riche par rapport aux questions de lutte unitaire, par rapport aux questions, c'est-à-dire que ce soit de résistance à la dictature, ou bien par la suite pour faire avancer le processus révolutionnaire en Tunisie après la chute de Ben Ali le 14 janvier 2011. Je vais parler d'une première partie parce que nous, pour nous, on a vraiment compris l'importance d'unir, c'est-à-dire à toutes les forces susceptibles à résister à la dictature de Ben Ali. Et c'était, pour nous, c'était assez clair dès le début, mais c'était devenu une question vitale, une question cruciale depuis, je dirais, le virage des années 90, quand, c'est-à-dire le caractère répressif, le caractère dictatorial de ce régime, il s'est montré clairement et il n'y avait plus rien à cacher. Ce qui se passait à l'époque, c'est que on avait une dictature qui était en train de s'installer, de se mettre en place, de mettre la main sur les institutions, qui essaye de rallier autour d'elle l'ensemble des composantes de la société civile, des forces politiques, etc. Et en face, il y avait les forces qui menaient la résistance dans notre parti, dans le PCOT à l'époque. Donc nous, on avait compris rapidement que le champ c'est-à-dire de la répression allait s'élargir de plus en plus et il allait non seulement verrouiller les quelques espaces qui ont été permis au début, mais qu'il allait vraiment essayer de frapper, de démanteler toute résistance, surtout politique organisée ou bien sociale. Et sur ces questions-là, on a mené, c'est-à-dire un travail très important parce que c'était pas évident. Il n'est pas, je dis, peut-être que c'était évident pour nous, pour certains d'entre nous, mais il n'est pas toujours évident de comprendre que la question des alliances, c'est principalement une question politique. Et il n'est pas une question qui obéit, c'est-à-dire à une logique, plutôt dictée par l'idéologie. Donc toute la difficulté était comment analyser la situation, les exigences de cette situation, du changement, c'est-à-dire demander à ce moment-là, et quelles sont les forces susceptibles de mener une lutte unitaire autour de ces enjeux-là. Donc pour nous, les enjeux à cette époque-là, c'était comment résister, comment dénoncer la dictature, comment l'affaiblir. Et ce travail-là, au début, il a démarré comme étant une lutte de résistance face à la dictature pour arriver par la suite à une lutte qui est en train de préparer la chute de la dictature. Et dans ce contexte-là, c'est-à-dire l'une des expériences que nous,
on a contribué à mettre en place, c'était l'expérience du collectif du 18 octobre 2006. Et dans ce collectif-là, il y a d'autres forces, parce que à l'époque, la dictature de Ben Ali, elle réprimait aussi bien les communistes que les islamistes, que les démocrates. Pour Ben Ali, la logique était, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Et donc nous, l'enjeu c'était comment isoler cette dictature, comment l'affaiblir au maximum. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a pu mettre en place ce qu'on a, nous on a appris. Bon, c'était pas un front politique, parce qu'on n'a pas de projet, de programme en commun, par exemple avec les islamistes, ou même avec d'autres forces libérales, mais on a mis en place ce collectif du 18 octobre qui avait trois principales revendications à l'époque. C'était la question de l'amnistie générale, c'était la question de la liberté d'expression et d'organisation, et la troisième c'était l'amnistie générale. Donc, et nous considérons aujourd'hui, même avec, c'est-à-dire après le 14 janvier 2011, que ce travail-là qui a été mené, il a joué un rôle important à unir autour de ce collectif. Et derrière, en fait, ce qu'on cherche, c'est plus l'unité du peuple tunisien, c'est-à-dire face à cette dictature. Et ça, c'est un enseignement principal. Donc c'est pour ça qu'on appelait ce cadre-là, nous le considérions comme étant une unité de lutte, parce que, comme je l'expliquais, les questions, c'est-à-dire de projets de société, etc., posaient beaucoup de divergences au sein de ce collectif-là. Donc ce collectif-là, il a joué un rôle, de mon point de vue, important dans la préparation de ce qui s'est passé, de ce qu'a connu la Tunisie, que ce soit, c'est-à-dire en 2008 lors du mouvement du bassin minier, ou par la suite le 17 décembre 2010 quand le mouvement a démarré à Sidi Bouzid, et s'est poursuivi par la suite. Le 14 janvier, le peuple tunisien a réussi à se débarrasser du dictateur de Ben Ali, mais son premier ministre est resté. C'était lui, le Premier ministre, qui voulait conduire, on va dire, la période de transition par la suite. Et pour nous, l'urgence, à ce moment-là, c'est ne pas se contenter d'être débarrassé du dictateur, mais pour nous, c'était comment démanteler la dictature et instaurer un régime véritablement démocratique. Donc l'enjeu aussi, c'était de s'attaquer au pilier de cette dictature, qui était l'Assemblée désignée par Ben Ali, qui était son parti RCD, le parti de Ben Ali, qui était aussi le ministère de l'Intérieur avec ses différents services, etc. C'était autour de ces questions-là. Et donc, on a mis en avant la nécessité d'élire une assemblée constituante chargée d'élaborer une nouvelle constitution qui opère cette rupture-là. Et d'ailleurs, par la suite, dans la foulée, il me semble c'était le 17 ou le 18 janvier, 3 ou 4 jours après la chute de Ben Ali, les forces révolutionnaires qui voulaient pousser le processus révolutionnaire jusqu'au bout se sont rapidement unis dans le front du 14 janvier. Et ce front-là, il a joué un rôle déterminant dans l'organisation des manifestations post-14 janvier et qui se sont poursuivies avec le sitting de la Casbah 1 et la Casbah 2 et qui ont abouti réellement, c'est-à-dire au départ de Ghanouchi, l'ancien Premier ministre de Ben Ali, et au passage je dis que c'était, c'est-à-dire la carte jouée par les puissances impérialistes, notamment par les Américains, parce que leur responsable du département d'État aux affaires étrangères chargé du Maghreb, Fitman, a été dépêché rapidement en Tunisie, et ils essayaient par tous les moyens de sauver ce régime-là. Et donc avec
avec cette expérience du 14 janvier qui a joué, je dis, un rôle très important, mais aussi avec la mise en place du Conseil de défense de la Révolution, dans lequel nous avons réussi, c'est-à-dire à mettre ensemble l'ensemble des forces, c'était l'exigence minimale, qui n'était pas mouillée avec l'ancien régime, qui n'était pas concerné par les crimes de cette dictature. Et donc ça a contribué fortement à affaiblir le gouvernement de Ghannouchi II, qui est tombé fin février avec la dissolution de l'Assemblée nationale, avec la dissolution du RCD, avec l'annonce de l'élection de la Constitution, etc. Donc par la suite aussi, nous, avec les forces qui tiennent à la réalisation des objectifs de la révolution dans ses différents aspects. Parce que la révolution tunisienne, elle portait aussi bien sur des revendications liées à la question nationale, c'est-à-dire la dimension anti-impérialiste et l'affranchissement du peuple tunisien du joug de la domination impérialiste, portait aussi sur les questions sociales et portait aussi sur les questions démocratiques. Et donc avec les forces qui jusqu'à aujourd'hui continuent à défendre ces objectifs-là, nous sommes en train de continuer à travailler. Et d'ailleurs, depuis quelques mois, de discussions approfondies ont eu lieu et se poursuivent et sont aujourd'hui sur le point d'aboutir à l'instauration de ce qui s'appellera le Front populaire pour la réalisation des objectifs de révolution, qui regroupe 12 organisations politiques, essentiellement des organisations de gauche marxistes, communistes, mais aussi des organisations démocratiques, progressistes, nationalistes arabes. Et toutes ces forces-là sont d'accord sur un constat, c'est que le gouvernement actuel, dirigé par Nahda, aujourd'hui, il est en train de reproduire la dictature, s'il en met en place une nouvelle dictature avec de nouveaux visages, mais en même temps en gardant une bonne partie de l'appareil de l'ancien régime. Et nous, on ne veut pas, c'est-à-dire que le processus révolutionnaire en Tunisie s'arrête à mi-chemin, c'est-à-dire débarrasser de l'ancien dictateur, mais en gardant les institutions, la même administration, la même justice, etc. Donc aujourd'hui, il y a une véritable demande, une véritable aspiration de larges couches au sein, c'est-à-dire que ce soit des syndicalistes, des femmes, des jeunes, des chômeurs, des régions délaissées pour compte qui continuent à se mobiliser. Au passage, je dis, c'est vrai que la situation elle est assez difficile et le gouvernement en place il fait une fuite en avant sécuritaire de plus en plus, mais en même temps les luttes sont quotidiennement, c'est-à-dire présentes, que ce soit dans les régions qui se voient, que rien de leur aspiration, rien de leur revendication, surtout par rapport à l'emploi, par rapport à tout ce qui concerne leurs conditions de vie, etc., ne se sont pas améliorées, mais qui voient aussi qu'aujourd'hui, Nahda et le gouvernement actuel cherchent par tous les moyens à mettre la main sur l'administration, sur les médias, sur les médias et en fait utiliser l'ancien appareil au service de ce gouvernement. Donc aujourd'hui on vit nous un moment très important, c'est comment faire en sorte que les forces, c'est-à-dire qui continuent à défendre le processus révolutionnaire, s'unissent dans ce front-là. Et au passage, ce front-là, il ne concerne pas seulement les forces politiques, il concerne, c'est-à-dire des personnalités indépendantes, il concerne des syndicalistes, il concerne des intellectuels. Et nous, on fait beaucoup de travail, avec beaucoup de patience aussi, parce que c'est pas facile de mettre en place un travail unitaire de ce type-là, pour continuer à pousser ce processus révolutionnaire à l'aboutissement de ce que le peuple tunisien se trouve pour lequel il s'est soulevé. Merci. Merci à tous les camarades qui viennent d'intervenir.
Donc vous l'avez compris que le front c'est un processus, c'est pas une donnée, il suffit juste d'avoir abordé, c'est un processus historique de lutte, de combat. Il se fait sur des principes et des valeurs et qui peuvent servir aussi bien des fronts au niveau national que dans l'aspect internationaliste et bien entendu intermédiaire tel que la région méditerranéenne qui a beaucoup besoin d'une consolidation et de lutte commune pour la démocratie et la paix dans la région. On va prendre une demi-heure d'échange avec la salle, et y compris les réponses des intervenants s'il y a lieu. Donc on va les prendre au fur et à mesure, il n'y a pas de liste, donc les camarades qui veulent poser des questions, intervenir sur le même sujet sont les bienvenus. Je remercie la Voix démocratique pour ce débat et les camarades qui sont intervenus. Moi, je parlais un peu plus bref. Je vais commencer par un proverbe qui dit « Qui sème le vent récolte la tempête ». Alors, le capitalisme a sémé les grains de l'impérialisme, de l'économie de marché. Alors maintenant, il va récolter la crise et il va prochainement s'étouffer par cette crise. Nous sommes tous contre l'austérité, la politique austéritaire en Europe qui va se refléter certainement au pays du Sud. Et qu'est-ce qu'on va gagner, nous, de cette politique austéritaire? Et plus de sanctionnement abusif des ouvriers, plus d'exploitation au pays du Sud, plus de souffrance. Alors pour ça, nos camarades en Europe doivent construire un front uni contre le traité budgétaire européen. Et par rapport au Maroc, moi je ne vois pas qu'il y a une gauche au Maroc, sauf la Voix démocratique, il n'y a rien. La gauche au Maroc, elle n'est pas unie. Pourquoi on n'a pas réussi la révolution au Maroc? Parce que la gauche, il n'a pas pris son rôle. Il n'est pas uni. Il n'est pas sérieux. Moi, je vais poser une question à notre camarade Brahman. Est-ce que vous pensez qu'une gauche qui applaudit à l'anarchie va vraiment s'engager au changement, va vraiment s'engager à la lutte des masses, va vraiment s'engager à la lutte ouvrière? Alors non, il faut reconstruire la gauche au Maroc, une gauche sérieuse. Et merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai une question à poser au camarade Patrick. Excusez-moi, je ne m'exprime pas bien en français, mais parler soit de l'alliance, soit de la coordination, soit de coalition ou d'union, c'est toujours la question est influencée soit par les positions politiques, soit aussi par les principes. Surtout, je fais signe aussi à certaines valeurs universelles, surtout au niveau de nature droits humains. Et dans ce cadre, je pose la question suivante. Comment les partis de gauche, surtout en Méditerranée, voient le conflit de la Syrie? Oui, j'ai une question à vous tous, parce que je suis plutôt proche de l'Amérique latine, et je sais qu'en Amérique latine, il y a quelque chose qui est important pour nous, c'est ce qui s'appelle le Foro de São Paulo, c'est-à-dire c'est le regroupement des partis politiques progressistes en Amérique latine. Je sais qu'il y a des représentants des partis européens qui sont invités en observateur au Foro de São Paulo. Et je voudrais savoir
s'il y a des partis de nos camarades des pays arabes qui sont invités en observateur au Foro de Sao Paulo. Bonjour, excusez-moi, je n'ai pas assisté depuis le début à cette conférence. Mais j'en profite, c'est un peu la prolongation, j'imagine, de la réunion hier avec le PSU sur la coalition, l'alliance au niveau international, etc. J'en profite seulement pour poser, j'en profite au camarade du Venezuela, lui poser une question. En fait, beaucoup de personnes de progressistes dans le monde arabe ne comprennent pas certaines positions de nos camarades de l'Amérique latine et surtout du Venezuela quant à leurs revendications, quant à leur combat à la fois contre l'impérialisme, contre la réaction et l'obscurantisme. Il y a un sentiment de non-compréhension. Aussi, j'en profite pour inviter nos camarades du Venezuela à multiplier les échanges et le débat avec les forces de gauche, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, que ce soit en Yémen, que ce soit au Maroc, pour un peu s'arrêter sur les réalités concrètes des combats des peuples dans cette région. Merci.